Coucou tout le monde, voici le deuxième épisode de la saga d'été de séquences, toujours avec les mêmes intervenants, moi-même, Maxence Pirard, Déborah Adjel-Jarmon et Joris Morio. On continue à réfléchir et à imaginer une série devant vous. Et ça, juste après les petits audios de circonstances. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Mais ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Après, peut-être qu'il faut aussi jouer une proactivité du héros. Est-ce que le héros a pas, par exemple, sa femme qui est malade, quelqu'un dans son entourage, et il est tombé sur des écrits, des légendes, il ne sait pas à quel point c'est vrai, et peut-être qu'il n'est pas de la région du coup, mais il décide de venir ici, il décide de retrouver la pierre. Il utilise la pierre en sachant qu'il y a cette aura de les chercher. La pierre. Il cherche la pierre, il la trouve. Et comment sûr? Il a entendu parler de la pierre, il cherchait la pierre. C'est ça, des écrits un peu comme la pierre philosophale de Flamel, il y a des légendes. Et ensuite, il se rend compte trop tard qu'il a vraiment ouvert la boîte de Pandore. Et en plus, on va découvrir ensuite ce qui s'était passé, tel drame, que ça avait été étouffé, etc. Alors peut-être qu'il a hérité de cette maison de son père qui a disparu. Et on se rend compte que la disparition de son père est intimement liée à cette première temporalité avec les pouvoirs, on va dire, magiques de... En fait, ce qui me parle, c'est qu'est-ce que tu crois. Et il y a des croyances qui sont acceptées, et des croyances dans la société, et des croyances qui sont farfelues. Et il y a du folklore, où là, c'est entre les deux. Il faut confronter des points de vue là-dessus. S'il y a une pierre magique, il y a des gens qui croient, et des gens qui ne croient pas. Et c'est pour ça que je tiquais quand il disait ouais, il vient chercher la pierre. Oui, ou tout. Dans ma tête, l'acte d'espérance et le leap of faith se paraît un peu too much. C'est possible, mais c'est vrai que je voyais pas l'historique. Après, c'est vrai que la proactivité, on n'en a pas forcément besoin s'il y a le côté, effectivement, malédiction familiale, le truc qui lui tombe dessus. Ça rejoint ce que tu dis sur ce que disait l'un de vos guests sur, en fait, il faut que on puisse se dire ça peut tomber sur n'importe qui, arriver à n'importe qui, ton voisin, ton frère. J'aime bien l'idée que cette pierre a pourri la vie du père et qu'il est mort. Il est mort à cause de cette pierre, il était obsédé par ça. Il a été trop loin dans ce qu'elle proposait. Sa fille qui arrive, qui hérite de la maison et tout ça, et donc de la pierre, mais elle sait cette pierriste, mais elle n'y croit pas. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant à ce stade. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire quand on brainstorm, c'est récapituler pour chacun quel est le point qui, pour l'instant, dans ce qu'on a posé, lui parle le plus. Déborah? Non, c'est bien ça. Moi, j'aime bien le côté malédiction familiale, le passé qui peut finalement être hyper éclairant sur le présent, qui crée en plus cette promesse de se dire, en fait, il s'est passé tel drame au passé et le présent promet d'être encore plus gratiné. Donc ça, j'aime bien. Maxence? J'aime beaucoup cette notion un peu d'équilibre, de quelque chose de bien amène à quelque chose de mal, si je peux dire, et vraiment avoir ce
personnage qui est contrebalancé entre les deux, que ce soit lui qui ait déclenché la malédiction ou justement cette positivité qui est arrivée dans sa vie. Pour moi, c'est vraiment cet équilibre de déjà, est-ce qu'on va dans notre projet vers le positif ou vers le négatif? Parce qu'on pourrait très bien faire un moins plus moins ou un plus moins plus ou peu importe, ou alors moins moins moins. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là où j'ai envie de voir les choses amplifiées par comment en fait cette malédiction pourrait survenir. Et je te rejoins sur ça. Ce qui est intéressant dans cette notion d'équilibre, c'est que je pense que ça fait vraiment écho à des sujets de société sur finalement l'individualisme versus le collectif. Est-ce que en fait on a tendance à être égoïste et à oublier son prochain? Enfin, je trouve qu'il y a un vrai sujet, un vrai propos. Et en plus, ça nous permet de ne pas être sur quelque chose de trop, on va dire, évident, binaire. On peut avoir un héros qui va, à l'instar de Breaking Bad, peut-être être tenté par la mauvaise voie, ne va pas choisir la bonne chose à faire parce que finalement, il y aura des intérêts individuels qui vont le guider. Pour toi, Joris? Ce qui me parle, c'est avoir un personnage cartésien qui est confronté à un phénomène irrationnel, magique, qu'on ne comprend pas, mais pour quelqu'un de cartésien, l'irrationnel, c'est du rationnel dont on n'a pas percé tous les mystères. C'est quelqu'un qui est persuadé qu'il n'y a pas de magie. Pourtant, les choses magiques arrivent. Est-ce que ça arrive parce que tu y crois et parce que tu veux y croire? Et j'avais un truc dans le coin de la tête que je vous livre, c'est quelque chose qui, personnellement, m'interpelle, c'est la vie après la mort. Donc, si cette pierre, c'est quelque chose qui te permet d'entrer en contact avec ton père mort, et que, en fait, non, bien sûr, on ne rentre pas en contact avec un père mort, mais en même temps, il y a des signes. Et c'est là, et qu'on pourrait twister peut-être avec un autre truc de malédiction ou pas, je ne sais pas. La malédiction, je dis pourquoi pas, c'est pas le truc qui me paraît le plus évident maintenant, mais j'aime bien l'idée que, en s'intéressant à ça, il y a des conséquences positives et négatives. Ça, ça a été évoqué côté non, c'est une balance, donc quand tu prends quelque part, ça retire, et vice versa. En t'écoutant, ça me permet d'aller sur une idée que j'avais eue. J'aime beaucoup l'idée de la vie versus la mort, cette idée d'équilibre. Et si la pierre permettait de ressusciter? Mais du coup, si tu ressuscites une personne, t'en tues une autre. Et je pense que ça, c'est hyper identifiant parce que je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qu'on aimerait ramener à la vie. Il y a un côté un peu, en plus, presque monstre de Frankenstein de jouer avec la vie et la mort. Et puis, c'est vrai que c'est peu vu dans le fantastique, etc., tout ce qui est résurrection. Alors, ça pose plein de questions. Ressusciter pour de vrai? Ou ressusciter un truc un peu allégorique, s'il a un pot, ou entre les deux, s'il y a un fantôme à qui tu parles, quoi. C'est quoi ressusciter? Peut-être qu'il faudrait trouver une règle du style, tu peux peut-être ressusciter que 48 heures quelqu'un, mais ça te permet de dire que tu peux toucher. Exactement, mais ça permet... C'est se balade, quoi. Ouais, mais que 48 heures pour que ça reste... D'autres, Jean est mort. Tiens, Jean, qu'est-ce que tu fais là? Et honnêtement, je pense que des gens seraient capables d'accepter cette conséquence horrible si ça leur permettait d'avoir 48 heures de plus avec quelqu'un qui les aime, qui est mort tragiquement. Tu dois cacher une mort. Au revoir. Parce que moi, c'est le truc qui m'accroche justement, on parlait des petits points forts. Moi, j'aime beaucoup le fait que du dilemme entre je fais quelque chose pour moi, et en fait, la contrepartie, elle n'est pas pour moi, elle est sur quelqu'un, à la limite, que je connais pas parce qu'il est dans le village, tu vois. Et j'aime bien ce truc-là de dire, en fait, comme je vois pas la conséquence directe, au début, tu fais, c'est pas grave. Oui. Et puis même au début, tu dis, c'est des conneries. Et c'est pas vrai, c'est pas du tout. Et en fait, par contre, ça pourrait être beaucoup plus court. C'est-à-dire, est-ce que à ce moment-là, cette pierre, t'as peut-être que 5 minutes avec la personne. Et tu vois, lui dire au revoir, ce que je peux dire au revoir. Ouais. Et peut-être que ça fait ressortir aussi un drame dans une autre temporalité qui n'a pas été réglé. Et qu'en fait, tu te rends compte que ces esprits qui reviennent, en fait, ont presque peut-être un message commun, tu vois, ou... Est-ce qu'il y a un truc à régler avec le père, mais qui prend du temps dans la discussion, donc une espèce de thérapie avec un mort qui doit être vivant. Et donc, pour pouvoir régler des problèmes personnels, tu dois justement, quitte à pourrir le monde entier, tu dis, mais je dois aller au bout de ce trajet personnel. C'est vraiment genre l'égoïsme de la thérapie pure et dure. La thérapie, ça fait du mal aux gens. Voici la thématique.
Moi, en tout cas, 2 choses. Ce serait une sorte de version Stephen King-esque de Pushing Daisies. Je sais pas si vous aviez vu la série. Tout à fait. Il y avait cette notion d'équilibre. Série que je te conseille, Joris. Mais ouais, je la vois et j'ai été tu peux me rafraîchir. Alors, je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps. Série de Brian Fuller, qui est donc super showrunner. C'était une série vraiment un peu à la Tim Burton, c'est-à-dire un peu décalée, très colorée, ouais, très inclassable. Et en fait, on avait un personnage qui aidait la police parce qu'il avait le pouvoir, en touchant les morts dans les IML, de les ramener à la vie pour quelques minutes. Et du coup, il touchait un mort, il disait qui vous a assassiné. Le mort parlait, disait, paf, il le rendormait parce qu'il avait découvert que s'il ranimait un mort plus de 3 minutes, quelqu'un d'autre devait mourir. Et en fait, dans le pilote, il tombe sur son amour de jeunesse. Il la ranime. Il est tellement sous le choc qu'il la ranime un peu trop longtemps et il y a quelqu'un qui meurt. Donc, c'est la première fois qu'il, transgresse. Et en fait, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas se toucher parce qu'à partir du moment où il la retouche, elle risque de remourir. Ah. Donc, en fait, il y a un côté très frustrant parce que ils peuvent s'embrasser qu'à travers du film alimentaire. Ils doivent trouver des techniques. Et en fait, c'était un mélange de... Connaissez quoi? Ça me durait de truc un peu piquant. Exactement. Le film alimentaire. Le kink. Oui, tout fait ça. Pâté sulfurisé pour les jambes, ça n'a aucun cas. Et donc, il y avait un petit côté hybride entre la série procédurale, parce qu'il y avait toujours des enquêtes un peu bigger than life, dans des arènes ultra fun, colorées, où ils enquêtaient sur un meurtre, etc. Et il y avait toute cette trame, cette ligne feuilletonnante avec le héros et celle qu'il aimait, et ce rapport ultra compliqué entre mort et vivant. Ah, c'est marrant. Mais d'accord, c'est IML, c'est la morgue. Parce que exactement. T'es seul. Institut médico-légal. Et donc, dans ce qu'on est en train de se dire, il peut y avoir un côté très, je pense, émouvant, touchant un peu façon Les Revenants, parce que je pense que il y a eu plein de cas pour sans doute pour nous, les auditeurs, etc., où on n'a pas pu dire au revoir aux gens, ou peut-être qu'on s'est disputé avec quelqu'un et ça a été les derniers mots qu'on a échangés, etc. Mais je pense que il y a un côté très touchant dans... Et une petite ampoule qui s'est allumée au-dessus de la tête de Joris. Comme dans les dessins animés de Tex Avery. Ouais, non, mais c'est... Parfois, des trucs stupides m'arrêtent, et en fait, non, rien n'est stupide si ça t'arrête. Bah oui, parce qu'en plus, c'est Déborah qui l'a dit, alors excuse-moi, t'es en train de parler. Bah, merci qu'on ne le fait pas, je demande à Déborah, donc non, c'est à voir avec quoi. Je dis, mais merde, je devrais aller plus vite, et elle est en train de tracer, genre, attends-moi. Et encore arrêté par le truc. C'est, oh, un papillon, et je peux vraiment... Mais encore arrêté par la fiction historique. Mais merde, c'est quoi Non. Je me dis, mais si tu fais revenir quelqu'un à la vie qui est mort, j'étais arrêté par le côté, mais attends, mais tu dois le cacher parce que tu vas mettre des problématiques. Et c'est bien ces obstacles, mais ouais, donc ça veut dire que ça va être très huis clos avec le mort, justement, genre ce que je disais, genre ça va être une thérapie. Et j'étais alors mais je n'ai pas une bonne intuition sur cette idée, quoi. Même si ce serait possible de le faire. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'échange. T'es pas obligé d'avoir le contact physique et visuel du mort. Et donc, mais il y a une autre histoire que je commençais à raconter. Je dis, ça me parle. Je vois une femme qui revient pour son père. Je voyais l'écran qui clignotait là-bas, ça me perturbait. Son père qui est malade, qui est pas mort, qui vit donc en Bretagne, dans le Finistère. Et donc pour tous les gens du village qui connaissent le père est vivant. Mais au début de l'épisode 1, elle voit son père mourir. Son père qui meurt. Et au moment qu'il va, là-bas, qui prend, genre, papa, il t'étouffe ou je sais pas quoi, il prend une pelle, il va dans le jardin, et il meurt en creusant, mais sous... La fille connaît pas la pierre, elle dit, mais qu'est-ce que tu pètes en train de... Arrête tout. Il leur revient en plein infarctus, c'est retard. Il faut les braguer pendant le temps, mais... Et rénover la maison, en fait, ils n'ont pas tout pris ses travaux. Je dois finir de repeindre ce mur, sur Victor Capiné. Et il y a un côté absurde et flippant, et en même temps, tu dis, mais il perd la tête. Qui peut... Donc, il meurt à proximité de la pierre, qui peut être à moitié découverte ou pas. Et voilà. Et c'est... en essayant de comprendre ce qu'il a voulu toucher, là, il revient. Il revient à la vie. Là, on est dans l'action, on monte ça... Et personne n'est au courant, justement, mais ça y est, la malédiction a commencé parce que en faisant ça, quelqu'un d'autre va perdre de la santé, la vie ou que sais-je. On peut le faire graduer. Alors, j'aime bien, mais je nuancerais un petit peu.
Pour moi, il faut qu'on ait une héroïne qui ait manqué de ça, un dernier contact avec son père et qui ait une culpabilité. Je dis n'importe quoi, peut-être que son père lui a écrit, lui a demandé de venir le voir, etc. Et elle disait, je suis désolée, je peux pas, je travaille, la vie moderne, la vie de citadine, etc. J'aime bien aussi. Et il décède brutalement après et se dit, en fait, si je l'avais écouté, si j'avais été le voir, on aurait pu partager un dernier moment ensemble. Mais Donc, c'est peut-être compatible. oui, c'est compatible, je pense. Et elle débarque. Il y a en plus le père qui est mort. Elle doit organiser l'enterrement. Elle retrouve en plus l'avant. Elle apprend que le père, on l'a retrouvé dans le jardin, tu vois, limite avec la pelle. Tu vois, soit ça, soit... Là, c'est public. C'est-à-dire que c'est, attention, le mort... Moi, j'aimais bien le côté, genre, personne sait qu'il est mort, mais si elle revient pour régler enfin les trucs et qu'elle n'a pas eu le temps, parce qu'elle arrive à peine le truc, genre, bon, on va parler du vrai sujet, parce que tu peux débarquer... et pas parler pendant plusieurs heures, hein, parce que voilà, le papa... Ouais, mais on a comme vu une dernière fois. Alors, je termine juste le truc, mais après, je pense que ça peut être compatible avec ton idée. Et donc, elle arrive, elle doit organiser l'enterrement, elle est confrontée en plus à son passé, à peut-être des remarques de gens qui disent, en fait, ton père, il était seul, il avait besoin de toi, etc. Enfin, culpabilité max. Et dans les affaires de son père, qu'elle est en train d'organiser, la succession, etc., elle tombe sur des indications qui la pointent vers la pierre. Et peut-être le père lui dit de l'utiliser, et c'est hyper mystérieux. Elle utilise la pierre, et là, elle a accès à son père. Et peut-être pour court-circuiter, contourner cette idée de « mais les gens vont pas comprendre, il est mort », peut-être qu'elle est la seule à le voir, c'est une sorte de fantôme. Mais au moins, ça lui permet de passer des moments avec son père. Voilà. Et je pense que ça a été une plus, si t'as pas le corps que tout le monde voit, le corps vivant à gérer, et puis c'est peut-être plus crédible, si en fait tu peux ranimer pour 48 heures l'âme de son père. Elle le voit. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est uniquement la personne qui est concernée qui voit. C'est ça. Ce qui fait qu'un voisin va juste voir quelqu'un un peu teubé dans son jardin parler à personne, en fait. Oui, il peut y avoir même ce décalage comique. Ouais. Et puis au moins, ça prouve que c'est un choix qu'elle fait elle, parce qu'il n'y a que elle qui en profite. C'est plus facile à faire croire. Ouais, là, pour le coup, je me dis ça vaut le temps d'y réfléchir dans les deux directions. Je t'avoue que j'ai l'intuition autre, savoir... J'aime au contraire que justement il soit deux à avoir ce dilemme. Que le père, il veut vivre, donc il veut continuer à toucher régulièrement la pierre parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va survivre. Et elle, oui, elle veut que son père vive, mais quand elle se rend compte que des dégâts que ça fait, il y a un moment, il y a un côté, c'est genre, faut partir papa, quoi. Mais pour de vrai, et c'est pas fantastique. C'est juste une super séquence d'intro, tu vois, pour la série. C'est-à-dire que tu imagines la première séquence, le mec, il est chez lui, début d'infarctus, il court dans le jardin, tu le vois commencer à mettre des coups de pelle, il est en train de clamser, il met la main sur la bière, et tout va bien, et il retourne regarder son match de foot, tu fais, ah ouais, là, il y a un cool, c'est, tu vois, t'as pas besoin de fantôme. Le père, il est là, il est vivant, et pour tout le monde, tu vois, et il y a un côté aussi, on peut s'interroger vraiment, est-ce que c'est vraiment la pierre qui fait tout ça? Parce que quand même... il y a un côté déni, que genre, non, alors, c'est pas pour ça que la petite est tombée malade. Genre, c'est qui mon père touche la pierre, la petite tombe malade, non. Alors que si c'est un fantôme, de toute manière, ok, là, il y a un fantôme, c'est fantastique, clairement. J'ai l'idée de force vitale, en fait, l'idée de transfert de la force vitale d'un individu à un autre. Le seul truc avec ça, c'est est-ce que la règle, parce que je pense que dès qu'on est dans un cadre fantastique, il faut établir les fameuses règles de la magie, voilà, Sanderson, etc. Est-ce que la règle, c'est que tu peux ranimer, ressusciter que quelqu'un qui vient de mourir, ou est-ce que potentiellement, si tu touches la pierre, il y a quelqu'un qui est mort depuis 3-4 ans qui peut... ou si tu peux revenir. Ouais, exactement. Comment ça marche, les règles? Ouais, parce qu'on a besoin que ça basse pas. Ouais. Peut-être que le père... Je te coupe parce que j'adore couper les gens. Ouais, j'ai la chose intéressante. C'est ma passion. Est-ce qu'on va pas se recouper pendant 5 minutes? Mais vraiment? Non. Pour monter le rythme, ça, d'accord. Ok. Oh putain, mais j'ai pas là. Tu vois, j'ai pour ramener ma pec, c'est... Non, mais c'est ma faute. Voilà, j'ai retrouvé le truc, c'est que peut-être que pour le père, la pierre, finalement, le maintenait en vie en cas de souci. Et peut-être qu'au fur et à mesure, on va découvrir qu'en fait, elle a un pouvoir qui est un peu plus, qui n'a pas été testé, qu'effectivement, si tu mets le peigne de mamie sur la pierre, et ben en fait, tu vas pouvoir l'avoir que toi, tu vois. Moi, j'aime bien l'idée de découvrir d'autres choses en cours de la série. Il n'y a pas la vidéo, parce qu'il n'y a peut-être pas de vidéo où il y aura une vidéo, je ne sais pas. Joey, ça fait vraiment une petite tête comme ça.
On a perdu une moue réflexive, hein, genre Devon. Non, moi je dis, j'aime bien l'idée de découvrir au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire de la série, si on reste sur une série, des propriétés, des conséquences de la pierre. Mais je pense qu'il faudrait aussi peut-être avoir une règle méga claire où, en gros, chaque 48 heures passées parmi les vivants tue quelqu'un d'autre pour qu'on ait une sorte de de compte à rebours, de time lock, et plus l'impression qu'on va finalement décimer tout le village, et on pourrait du coup garder cette idée que le père veut rester en vie, et en même temps toutes les 48 heures il y a Madame Michu et compagnie qui sont décimés. Ok, je propose une règle. Cool. T'as dit un truc et ça m'a parlé. On est, disons, disclaimer, tout ce que je veux dire c'est pas forcément ce que je crois, mais ça va servir à la série. Non, je suis plutôt quelqu'un de rationnel. Mais je conçois aussi qu'on ne sait pas tout. Disons qu'on est tous connectés par de l'énergie. L'énergie est là. Physique quantique. Physique, voilà. C'est les atomes, la force, tout ça. Et donc, la pierre, c'est un catalyseur de transfert d'énergie. Point. La pierre, elle va pas redonner de l'énergie à un corps mort pour faire apparaître le corps mort. Pour moi, ça marche pas. Tu mets le peigne de Mani. Non. En revanche, si quelqu'un est en train de perdre son énergie, est en train de mourir, tu peux prendre l'énergie disponible chez quelqu'un. Parce que l'énergie, il faut... il y a un petit peu d'énergie entre nous, mais surtout, l'énergie, c'est nous qui l'apportons, qui l'émettons. Donc, pour empêcher quelqu'un de mourir, il faut prendre de l'énergie avec quelqu'un. Donc, il faudrait finalement connecter que la personne qui a besoin d'énergie touche la pierre au même moment que la personne qui... En fait, c'est comme... son d'énergie. C'est une pompe. Toi, la pierre, c'est quand tu touches, c'est-à-dire que tu es prêt à recevoir l'énergie de la pompe, la turbine se met en route, comme ça, et chez qui? Je sais pas. Genre, est-ce que la proximité, la personne qui est la plus proche de la personne, elle a tout. Qui devrait, perdre l'énergie? Là, peut-être que le dilemme, c'est que le père demande à ce qu'elle s'en aille. Et non, sinon, c'est touche-moi. C'est-à-dire, si tu touches, on est un corps, et donc tu vas sentir aussi ça. Elle le touche par la sang. Il y a des évanouis, c'est-à-dire que le père a son attaque, tu vois, il touche la pierre, ça va mieux, et la fille, elle tombe dans les vapes. Sauf que nous, on se dit, elle tombe dans les vapes parce que l'événement est traumatisant. Au début, c'est... Ouais. Ah oui. Mais peut-être parce qu'elle l'a... Il y a peut-être un petit probabilité que si c'est la chaîne de l'électricité, quoi. Tu n'as pas de commande. En écoutant cette histoire, je me dis que si on est sur vraiment un transfert d'énergie avec individu A qui donne à individu B, mais qui du coup est amoindri, etc., limite, il faudrait jouer un couple où en fait, il y a un mari qui est malade et la femme, ou l'inverse, découvre le pouvoir de la pierre. Et au début, elle accepte de lui donner un peu de sa force vitale, et au bout d'un moment, ça crée un enjeu dans le couple. C'est peut-être plus... Que c'est pas l'enfant qui est malade, parce que là, c'est encore... Parce que moi, honnêtement, dans mon couple, elle me laissera mourir. J'ai ma chouchou, je te fais des bisous si tu écoutes, mais elle me laissera mourir. Mais les enfants, tu sais que c'est le maillon le plus important quand t'as des... Enfin, moi, je trouve, quand t'as un enfant... Mais comment tu donnerais derrière l'enfant, alors qu'avant... C'est ça. L'enfant, je lui donnerais tout. Bah, c'est ça. Ouais. Enfant, c'est cool. Bon, c'est très poignant. On perd la scène de découverte de la pierre. Ouais. Donc, le seul truc, c'est qu'avec le père, je pense pas que le père accepterait que sa fille perde sa force vitale. Au début, il sait qu'il a juste besoin d'un petit peu d'énergie. Donc, c'est comme s'il était conscient du risque. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que là, il peut y avoir de la comédie. C'est-à-dire que tu fais venir des gens à la maison pour leur faire un apéro, des gens que tu n'aimes pas, pour toucher elle leur récupérer leur énergie vitale. Est-ce que touche la pierre? Donc, on bascule dans comédie noire à l'anglaise, Shaun of the Dead, ce qui peut être... Si t'es un homme aussi... Mais venez à la maison. Pourquoi on est venu à la maison? J'ai déjà des noms en tête. Les gens que tu veux tuer? Mais ouais, c'est pour ça que moi je pensais que potentiellement cette première scène, c'était donc le père qui est malade, qui cherche à aller toucher cette pierre, la fille qui est présente parce qu'elle leur rend visite, sauf qu'il ne veut pas que sa fille soit là parce que la proximité de la pierre fait que c'est elle dont il va prendre l'énergie. Il veut pas prendre l'énergie de sa fille. Il essaye de lui dire barre-toi, barre-toi, que ça soit quelqu'un d'autre. Quoi, voilà. Il va creuser en mourant. Et le dilemme, c'est que lui, il est vraiment en fin de vie et que peut-être soit il n'y arrive pas à temps, il meurt. Et donc, du coup, il y a toute cette culpabilité. Et elle qui découvre probablement ce qu'il essayait de faire avec la pierre. Et ça le lancerait éventuellement sur autre chose. Ouais. Le seul truc avec ça, même si j'aime bien, c'est qu'il y a moins le côté mystérieux de qui va en payer le prix.
si on sait que c'est forcément la personne à côté, il y a moins ce côté qu'on avait, alors que si par exemple elle utilise la pierre et en fait elle apprend le lendemain pour des divers horribles, peut-être Zizine dans la force de l'âge est mort dans les escaliers, il a fait une chute, on sait pas pourquoi. On ne sait pas à qui la pierre va prendre l'énergie. C'est dans un ordre de voilà, on va faire une arène de voilà. C'est comme pendant le confinement. Alors, à le droit d'aller au loin de 10 km. Moi, je pensais là aux alignements de Karnak où moi, je suis toujours très énervé de me dire, tu sais, ils disaient, ouais, c'est parce qu'ils avaient des croyances. Non, quand tu vois les alignements de Karnak tels qu'ils étaient supposés il y a 4000 ans, c'est quasiment des alignements qu'on trouvait d'ailleurs en Irlande, qu'on a retrouvé en Turquie, qu'on a retrouvé sur l'Espagne. Enfin, tu vois, il y avait tout ce truc de pierre levée. Alors, est-ce que ce réseau de pierres, il est connecté aussi, tu vois? Parce que le seul souci du hasard, c'est le hasard. Tu vois, alors peut-être que ça peut être au départ, on prend l'énergie à quelqu'un, on flingue quelqu'un, tu vois, à l'autre bout, c'est pas très grave. Mais est-ce que du coup, dans ces endroits où tu as des pierres levées quasiment dans chaque patelin, tu vois, c'est celui que tu as une maison à côté. Donc, la pierre, c'est un portail d'énergie. Et elle vient qui prend. Il y a un eau. Et il peut y avoir une guerre de simili enquête en se disant, mais attends, les morts, en fait, ils sont, tu vois, elle va sur place. Quand c'est plus de bagnole, elle voit une pierre dans la maison du voisin. Et justement, en parlant d'enquête, je pense qu'il faut imaginer un personnage, entre guillemets, d'antagoniste qui pourrait comprendre qu'il y a un truc qui se trame et créer de la menace sur l'héroïne. Ouais. Ça peut être, par exemple, un médecin légiste qui se rend compte que à 15h10, il y a quelqu'un qui est mort subitement sans raison et au même moment, à l'hôpital voisin, quelqu'un qui était condamné, qui s'est réveillé. Enfin, il pourrait y avoir des connexions qui font que quelqu'un va se douter de quelque chose. Oui, c'est intéressant que quelqu'un... comprennent que c'est je sais pas qui, oui, il faut voir. De toute façon, il nous faut cette notion de conflit en dehors du dilemme interne. Ça. Et c'est qu'il y a des gardiens de la pierre. Et déjà, il y a des gardiens de la paix. C'est vrai qu'ils peuvent devenir des gardiens. Mais parce que ça peut être... est-ce que c'était pas cette culture très druidique? Tu vois, est-ce que les druides, ils n'étaient pas gardiens de la pierre? Toi, finalement, j'en sais rien et ça s'est perdu. Moi, j'ai croisé... au fur et à mesure de mes aventures autour des documentaires, un des derniers, enfin, quelques druides en Bretagne, tu vois, qui perpétuent la tradition. Oh, ça reste très gentil, hein, on cueille des petites plantes et puis au solstice, on va les faire cramer, on fait un petit rituel pour la nature. Mais est-ce que ça va trop loin? C'est-à-dire, je me dis toujours, est-ce que si on va en chêne et on leur dit, voilà, déjà la pierre a un pouvoir magique, c'est ça, et en plus c'est lié à la culture de la Bretagne. Bon, si c'était moi, non, c'est un appartement, ouais. C'est quoi un druide moderne? C'est ça, ouais, voilà, c'est pas... Elle était descendante de druides, c'est pour ça que là, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un autre métier, qui est intégré dans la société et qui est pareil, folklore ou des serres comptables. Exactement. Et veut voir ça. Non, mais je pense que l'ancrage régional, local, ça marche très bien, ça peut marcher. En fait, on réécrit la culture, les mythes bretons à travers un nouveau prisme de cette pierre. Ça me plaît. Boom! Drop the mic. Non, mais je pense que c'est bien. Et puis, en vrai, c'est ce que tu disais en ouverture de podcast, c'est-à-dire qu'on a un point de départ fantastique, mais ensuite, on est quand même très ancré dans l'humain, les conflits moraux, drame familial. Enfin, on a quand même finalement aussi des choses assez concrètes qui peuvent nous permettre de ne pas aliéner un public qui serait pas le plus grand fan de fantastique. Quand on dit pierre, on va carrément à menhir. Menhir, je pense, ouais. Donc, il a un petit menhir dans son terrain et voilà, c'est sûr. C'est un menhir qui... Ouais, c'est ça. Mais si toi, tu as une maison avec un menhir parce que c'est trop mignon en Bretagne, finalement, tu as presque une roulette russe. Mais c'est pas tous les menhirs. C'est des menhirs qui... Parce qu'il y a... il y a déjà une inscription sur ce menhir. Ouais, c'est les menhirs qui ont été... qui font partie de la société. Et voilà, des menhirs passeurs d'énergie. C'est des antennes relais d'époque. Ouais, genre, et c'est léger. Ouais, les chefs de village, c'est non, je veux pas de menhir relais, c'est chiant. Il n'y a pas d'énergie et tout, ça perturbe et des gens meurent. En vrai, on a parlé de la communication des plantes, la visite secrète, la vie cachée des plantes, des arbres, etc. Et la vie cachée des menhirs. Le titre. Ouais, mais c'est peut-être pour ça que finalement, on peut expliquer qu'ils dressaient les menhirs. C'était pour avoir eux aussi leurs moyens finalement de guérison, jusqu'au moment où tout le monde s'est rendu compte en fait que tu pouvais te guérir sur les menhirs connectés, mais que comme ça flinguait les autres. T'as dit dresser encore. C'est pas évident. Et voilà, tu dois apprendre au menhir. Non, c'est menhir. Sinon, c'est la même, mais c'est bon, je sais, là. Et c'est pas quel menhir va être une bonne antenne relais, quoi. Faut dresser le menhir. Il y en a un qui arrive à rien, c'est vulgaire caillou. Tes parents sont très déçus de ton attitude potinée.
peut faire une histoire, justement, un dessin animé avec des menhirs qui essayent de devenir antenne relais. De devenir grand. Ouais. C'est ça. Ça s'appelle Petit Menhir. C'est un petit menhir. Mais blague à part, je jure que ça peut marcher. Là, on fait de nos projets. C'est ça. L'animation et la fiction. Et là, on est tellement rentabilisé. Pour le tourisme, comment cet épisode, 4 projets, tu dis là, et là-dessus, c'était simple. On adore la Bretagne. On fait une comédie à Vannes et voilà, on est genre. Je l'avais tout à l'heure, mais oh là là, quel talent. C'est incroyable. Incroyable. Donc, on a notre réseau de menhirs connectés. Certains menhirs. On imagine. Oui, c'est vrai que je l'ai. On peut être sponsorisé par SFR, Orange. Donc là, on monte en gamme en termes de production value. Allez. Et donc, ils sont connectés. Certains sont connectés ensemble. On aurait des gardiens qui seraient des druides, des descendants des druides, enfin des versions de druides modernes. J'ai l'impression qu'on a plus une héroïne qui se dessine. On l'a dit un peu mal. Plus, ouais, c'est ça, là, je trouve. Son père, je crois qu'on a à peu près identifié Son père, c'est challengeable encore. C'est avec le père, parce que voilà, il y a ce truc de scène qui est assez cool. Mais effectivement, il y a un truc poignant de l'enfant malade. Après, je trouve que c'est bien. Je suis à l'heure H maintenant, tout de suite, me dis, ouais, l'enfant malade, il y a un côté. Ah, c'est trop dur. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est. The Kid. C'est le 2-4. C'est ça, bien sûr, tout le monde, quoi, genre, c'est tout. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est pour l'empathie. On se dit, on ferait tous le même choix au début, non, je vais sauver mon enfant. Mais bon, je sais pas. Après, si l'héroïne, elle est animée d'une culpabilité de ne pas avoir été assez présente pour son père, surtout que leur mère, la mère était partie, ça faisait longtemps qu'il était seul, etc. Je pense qu'elle a peut-être aussi cette envie de pouvoir rattraper le temps perdu. Je pense que ça peut fonctionner. Petite parenthèse, mais je trouve qu'il y avait un film qui était assez beau sur le sujet, qui parlait en partie du sujet, c'est About Time, et il était temps. La relation du héros avec le père est vraiment jolie. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut comprendre en termes d'empathie. Et l'héroïne, en plus, on peut lui créer pas mal de passifs, peut-être expliquer une relation compliquée avec le père par le passé, peut-être qu'elle a un job aussi qui fait qu'elle est passée à côté de beaucoup de choses de la vie, donc on peut... Moi, ça me parle parce que je pense qu'on a tous... non, je vais pas dire tous, je vais pas faire une généralité, mais dans mon cas, c'est vrai que quand je suis parti de chez mes parents, je suis parti des Vosges, je suis parti vers Paris, du type que je l'ai vraiment 18. Oh, je suis parti tôt. J'ai qu'une envie, c'était de me casser. Moi, je suis pas encore partie. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a beaucoup de gens... Parfois, on s'éloigne de ses parents parce que par la distance, par les trucs de vie, on a nos enfants, on a nos conjointes, enfin, tu vois, on a notre propre vie qui prend le pas, et puis finalement, papa, maman, on les appelle un peu moins, et puis, tu vois, moi, ça me parle, ce truc-là de me dire, c'est une fille, enfin, c'est une femme, en tout cas, qui a pris des distances, en tout cas, la vie lui a fait prendre des distances. Et du coup, il faut qu'elle revienne dans la maison paternelle. Et moi, par exemple, quand je reviens chez mes parents, je tiens 2-3 jours, pas plus. Tu vois, parce que tu as des vieux réflexes. Tu dis, ah ouais, mais c'est pour ça, en fait, qu'on ne vit plus ensemble. Tu vois. Parle de ça, justement. Là, quand tu dis ça, j'ai envie de parler de la relation entre... Toi, tu vas faire payer 75 balles pour que je parle de ma vie, c'est ça? Bonjour, monsieur Lucifer. Et on le dit pas, mais Joris est assis devant David qui est sur un sofa. Et là devant, peut-être. Et je sais pas pourquoi il a baissé son pantalon. Je fais Wire, on a cité. C'est la saison 3 dans Thérapie, c'est fait. Puis en quel sens? Tout va bien. Non, mais comme on est. C'est ça. Mais pour effectivement rebondir sur cette relation parent-enfant, c'est vrai qu'on en parle moins en fiction. Alors c'est identifiant pour beaucoup, poignant. Et il y avait ce roman graphique manga Quartier lointain qui, je trouve, en parlait bien. Et c'est vrai que souvent, ce qui est bien avec les twists fantastiques, c'est que malgré le côté bigger than life du twist fantastique, on peut quand même ensuite aller sur des thématiques qui parlent à beaucoup de gens qui sont ultra réalistes. Ok, la relation entre cette fille... En fait, j'ai envie de savoir pourquoi elle doit revenir. Qu'est-ce qu'il y a à régler entre eux deux? Et qu'est-ce qui fait que c'est important que ça dure quand même la vie du père pour pouvoir régler cette chose? Pour qui? Il y a une phrase que j'ai entendue un jour, je fais « Ah, c'est super », je la dis très souvent dans ces phases de brainstorming. Et c'est le moment de la dire. Roulement de tambour. La voix devient plus grave. Exactement. On prend vite les codes de la radio. Tu vois, c'est fou. Ouais, c'est marrant. On a des casques sur les oreilles, on s'entend. Et du coup, ça incite. C'est un gros... pas de pantalon. Quel est le nouveau titre de ce podcast, ça?
fais faire quelque chose à ton héroïne en l'occurrence qu'elle ne veut pas faire, sinon quelque chose de pire arrive. Donc si on applique ça là, genre ça hoche la tête autour de moi. Qu'est-ce qu'elle veut pas faire? Elle veut pas reprendre contact avec son père. Je pense que c'est un bon Donald, je dirais. Il y a un sujet, il y a un conflit peut-être par rapport à la mère. La mort de la mère, elle l'impute au père. Il y a un truc qui est pas réglé, effectivement, qui peut être ça, genre violent, conflictuel. Et si elle accusait, enfin, elle garde au fond d'elle cette petite rage de se dire mon père n'a pas sauvé ma mère parce qu'elle allait pas bien et tu vois, elle n'a pas voulu aller à l'hôpital et tout ça. La mère l'a utilisé. Je pense à ça. Ou alors la mère n'a pas accepté le pouvoir de la pierre. Tu vois, ça, elle le sait pas encore. Ouais, ça, elle le sait pas au début. Au début, la pierre viendra perturber tout ça, mais quelque chose de pire arrive. En fait, c'est réconcilie-toi avec ton père. Enfin, réconcilie-toi. On va lui dire ses quatre vérités, peut-être. Et cette discussion pénible, forte, conflictuelle, que tu dois avoir avant qu'il meure, parce que sinon, tu vas garder ça sur ta conscience et tu vas t'engueuler avec toi-même dans ta tête, et ça, c'est pire. Et donc, je pense que ça, je trouve que c'est un bon... Enfin, moi, ça me parle beaucoup. Une pierre deux coups. Ouais. Et en plus de Lagapar, si elle lâche tout ce qu'elle a sur la conscience et finalement, en fait, il meurt pas, le père est encore là. Il faut vivre avec ça. Elle veut pas le faire mourir en même temps. Elle veut lui dire avant qu'il meure. Ça va bien. C'est facile aussi de dire des choses intimes, tu vois, à ses parents, parce que c'est... Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une génération qui avait pas trop l'habitude de dire des je t'aime, des bisous, des machins. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples comme ça. Et c'est un peu taiseux, en fait, tu vois. Et j'aime bien ce truc-là. Alors que nous, on a une génération de... Oh, non, merci. Voilà, on peut des podcasts. C'est pas un silence de pierre. Non, mais de blagues à part, je pense que là, il y a une thématique qui se dessine, c'est celle de la seconde chance, parce que la seconde chance par rapport à la vie, et la seconde chance du père aussi, qui peut se réhabiliter, etc. Et je pense qu'il y a une tagline qui, pour le moment, fonctionne, c'est jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour une seconde chance? Attends, on parle du père ou de la fille, là? Les deux, en fait. Parce qu'elle veut peut-être aussi se faire pardonner d'avoir jugé trop... durement son père, parce qu'elle va comprendre qu'en fait, elle n'avait pas les bonnes raisons derrière ce qui s'est passé dans le drame familial avec sa mère. Lui, il veut aussi se faire pardonner de sa fille, donc il y a toute une thématique du pardon, de la rédemption. Puis la père, il y a une seconde chance. En fait, c'est une père. Ça me parle beaucoup pour le père, la seconde chance, que voilà, maintenant que la fille, mais la fille, et ça fait plutôt une sélection. Non, ça nana, mais c'est pas mais, c'est genre, il y a un truc qui reste fou pour moi, c'est imaginer. La fille vient pour avoir cette discussion difficile avec le père pour dire moi attends ça suffit. Et comme en plus il vit un peu plus longtemps, peut-être au début c'est dur et donc elle finit par y arriver. Une fois qu'elle a retombé sur cet équilibre de je me suis délesté de ce poids, j'ai mieux compris ton point de vue, j'ai mieux compris ce qui s'est passé et voilà on est arrivé genre c'est pas sa vie ici. Maintenant je peux repartir. Et maintenant, papa, t'arrêtes de toucher la pierre parce que maintenant, c'est bon. Et s'il n'y a pas un côté comme ça, ah, tu peux mourir en paix, papa. Et non, lui, attends, c'est pas le projet, hein, c'est pas le jeu. Non, dis-moi, genre, au contraire. Et c'est très à l'anglaise, là, si on a ces ruptures de ton. Alors, ouais, je sais pas si elle vient ça comme ça, mais elle le pense. Tu ne peux pas dire ça à ton père, mais est-ce que c'est pas ce qu'elle pense que peut-être elle a une famille même qu'elle a laissée dans sa région d'origine. Et donc, il y a le côté, genre, bah oui, mais moi, je veux pas vivre dans le fin fond de la Bretagne. Je suis heureuse qu'on ait fait ça ensemble, mais maintenant, je peux partir. Tu peux partir. Et donc, la seconde séance vient de s'accrocher à la vie, en fait. Parce que je crois que c'est quelque chose, quand tu arrives à un certain âge, tu te dis, putain, ça peut arriver n'importe quand. Et si tu avais cette possibilité-là de te dire, bon, à chaque fois que je la touche, je suis reparti pour un tour. En fait, quelque part, t'es hyper, comment dire, c'est hyper compréhensible, sauf que t'as ce pendant de vol d'énergie qui se fait ailleurs, que lui-même peut-être n'a pas vraiment réalisé. C'est peut-être elle qui mène quelque part aussi l'enquête en se disant, c'est la logique. Ouais, il va quand il va comprendre. Ouais, mais le dièse, je pense qu'il faut le faire sur. C'est pour ça que je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elle veut la fille? J'ai l'impression, ce qui me parle sur la seconde chance, c'est qu'elle qui se dit, ok. J'étais venu pour faire être en paix et voilà, clear the air avec mon père. Lui, il a envie de vivre, mais ce que je me dis, c'est il a envie de vivre avec sa fille à ses côtés. Dire, mais maintenant qu'on se parle, qu'on arrive à se reparler, putain, c'est trop con, non, mais reste. Et je sais pas pourquoi il pense ça,
Mais ça me paraît bien le côté genre non, il veut quitte à ce qu'elle s'enterre ici, il y a un de mort, mais tu vois m'enterrer. Et presque pour lui, c'est presque encore grâce à la pierre en fait qu'elle est là et que tu vois, c'est presque, enfin, il lui donne presque plus de pouvoir. Alors, elle a déjà un gros pouvoir, mais elle lui donne encore plus de pouvoir en disant mais non, j'ai renoué avec ma fille parce qu'il y a la pierre, parce qu'il y a ce truc-là, reste là. J'aime bien c'est théorique, mais je pense que ça peut s'incarner après. C'est une réconciliation en deux temps. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'on s'est tout dit par rapport à la mère, etc. Mais parce qu'il continue à se comporter de manière toxique, savoir un chantage à la pierre, peut-être. Bah, de toute façon, si tu pars, si tu pars, je meurs, et ce sera de ta faute, quoi. Elle dit, mais tu peux pas me dire ça, quoi. Et tout. Bah, écoute, pas reste. Jamais c'est dégueulasse de dire ça. Donc, le truc n'est pas réglé. Et le vrai problème qui était genre réglé en surface, c'était pas vraiment réglé. Donc, il y a un truc à vraiment régler. Il y a vraiment un truc de tuer le père. Là, on parle de ça. Elle n'a pas tué le père. Il va falloir qu'elle tue le père. Ouais. Pour de vrai, peut-être. Parce qu'il devient le principal obstacle pour moi de peut-être la deuxième moitié de la série où c'est le mec et il y a un psychopathe, en fait. Ouais. Et c'est pas un psychopathe. Il est mesuré, quoi, mais genre voilà, est-ce qu'il est prêt à tout? Il y a un moment, c'est horrible, mais tu dois tuer le père pour de vrai. Est-ce que c'est pas une histoire qu'on raconte? Non, c'est intéressant. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on donne à la fois des conseils de scénaristes et des conseils pour les relations familiales, le chantage à la pierre. Chantage à la pierre, ça fonctionne super bien. Chantage à la pierre, il y a toujours une pierre. Je trouve que ça soulève aussi une question de quelles sont la durée des effets de la pierre. C'est-à-dire, il y a un transfert d'énergie qui se fait, mais est-ce que ce transfert, il est vraiment tout le temps présent? C'est-à-dire, une fois qu'il est fait, on passe à autre chose, l'énergie a été transmise d'un corps à un autre, ou alors est-ce que ça va être sur une durée? Donc, parce qu'il faut quand même aller un petit peu sur le côté, si le père, il va tout le temps toucher la pierre pour essayer de récolter de l'énergie et rester en vie, combien de fois il le fait? Je te rejoins, il faut les règles, et peut-être qu'on peut les ancrer dans le côté druidique. Est-ce que c'est tous les... Pas les solstices, mais il y a peut-être un... C'est lune. Voilà, les pleines lunes, elles ont été écrites sur le petit sopalin que j'avais devant moi, les règles. Si je nous les disais. Écoute... Et c'est écrit, c'est comme dans le film The Substance, si vous l'avez vu. Oui. Ce qui a été pris ne peut pas être rendu. Je crois que c'est assez clair, hein, genre, copions The Substance. Oh, et ça n'a pas trop bien marché. Moi, non, mais il n'y a pas que qui ont fait ça, donc voilà. Oui, ça va, hein, vous avez une copie aussi par ailleurs, je ne sais pas qui. Non, on aime beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Une fois que tu as pris l'énergie, bah, tu ne peux pas la rendre. Ouais. Mais effectivement, ton énergie va se disperser après. Peut-être plus rapidement. Voilà, les effets sur toi sont limités parce que l'énergie, c'est comme une pile rechargeable, quoi. Tu l'utilises, donc bah tu consommes l'énergie qui se dilapide, elle rebat, mais elle rebat pas dans son corps d'origine. Ça, c'est sûr. En tout cas, si je devais résumer, en fait, notre fiction pour l'instant, c'est Dolmen rencontre The Substance, rencontre Stephen King. C'est un beau mélange en soi. Exactement. Il y a un petit peu de Simon Doyle aussi. Exactement. Edgar Wright, tu vois, dans l'esprit aussi. Ok, moi, ce qui me vient assez aussi à l'esprit, c'est de me dire qu'un antagoniste qui pourrait arriver, c'est quelqu'un qui met son vol d'énergie, tu vois, qui d'un coup est pas bien, ou qui a perdu un membre de sa famille, en se disant, j'ai découvert leur secret, et c'est de leur faute, et je vais leur faire payer à ces deux-là, tu vois. Oui. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir faire naître beaucoup de... Bah tiens, j'ai un côté je parlais de ça tout à l'heure, mais c'est vrai que spontanément je parlais de l'enfant malade, mais à côté, tu vois, genre c'est effectivement on prend l'énergie, punaise, à l'enfant malade, ouais, horrible, ça c'est insupportable. Vous êtes atroce, monsieur Morio. De tout ce que dit Joris. Mais non, mais Non, mais blague à part, on peut imaginer des storylines parallèles. On a effectivement ce fil intrigue A principal avec l'héroïne, son père, etc. Et en parallèle, il se passe des choses bizarres. Il y a des gens qui sont malades d'un coup, qui sont saisis par un mal. On comprend pas trop. Des gens en masse. Oui. Des gens de 18. J'aurais ça emballé sur des dents maintenant. D'un moment, il faut des dilemmes insoutenables. Genre, si... Non, mais à la fin, le père, il faut tuer une personne de 30 ans qui, d'un coup, qui n'a jamais eu de problème de santé. Mais commence à Parisien, il est tué, voilà. Oh, peut-être la pollution, ça les tue déjà. Dis ça, je suis parisien. Mais moi aussi. Et puis, il y a ce truc de comment la boule de neige s'amplifie. On est en plus grand tiers. Pierre de neige. La pierre de neige. Sur un sorte de
Dans le sens où, est-ce que finalement, une fois que le secret il est révélé, ça devient un petit peu un bouche à oreille et tout le monde veut un petit peu sa part du gâteau, tu vois. Surtout ces gens qui ont eu leur énergie volée veulent la récupérer, mais à qui ils la récupèrent et ça devient un vrai capharnaüm. Où est-ce qu'on va avec ça, en fait? Moi, j'ai toujours bien aimé quand quand les séries, en fait, souvent avant, les concevants se disaient, oh, la saison 2 sera ça, la saison 3 sera ça. Et j'aime bien quand maintenant c'est un peu plus ramassé, tu vois. Ou dans la saison 1. Ouais, effectivement, tu vois, t'as un 4x52 et à chaque épisode, tu passes un step. Et je pense que la nature humaine permet justement cette accélération. Parce que t'as des gens aujourd'hui qui le monnaieraient, ça. Tu dirais, vas-y, tu me files 10 000 balles, tu mets ta main, de toute façon, tu sais. De toute façon, je t'explique même pas comment ça marche. Je prends l'argent, toi, tu gagnes. Ça marche, ouais, tu peux. Alors après, est-ce que c'est le but de nos héros? Faut voir. Mais je pense que après, est-ce que la pierre est éternelle? Silence réflexif. En soi, est-ce qu'elle peut être détruite? C'est un peu l'idée. Est-ce que si tu utilises trop la pierre, et genre, il y a un moment. Mais moi, j'aime bien l'idée de la destruction parce que, en fait, si tu te rends compte que c'est en train de tout corrompre, tu pourrais vouloir C'est pour ça qu'il y a des menhirs cassés en Bretagne. Oh, des menhirs relais qui ont. Ouais, parce que nous, on a un juste à côté de Vannes qui est le grand. Non, je sais plus comment il s'appelle. Il est immense, il fait 8 mètres, il est couché par terre et coupé en 3, en fait. Tu vois, donc est-ce que tu n'aurais pas un truc comme ça où c'est pour ça que Karnak, ils avaient commencé à le démonter, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois, on disait toujours quoi, les gens, ils avaient pris les pierres pour faire leur maison. Mais est-ce que finalement. C'était pas après un match de foot de l'équipe locale, non? Ouais, c'est à Lorient, quoi. C'est Lorient, ils sont derrière tous les menhirs cassés. Ouais, intéressant. Moi, j'aime bien ce côté réécriture. Moi, j'aime bien ce truc de dire, tiens, finalement, notre point de départ, il nous permet de réécrire les légendes bretonnes. Dans la case cachée et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les menhirs sans jamais oser le demander. Vous savez qu'on est à un poil de dramaturgie d'être un meurtre là. On en parle. Justement, si on faisait un meurtre. Et c'est ça le challenge, c'est partir d'un meurtre et en faire un Stephen King. Exactement. Vous avez 4 heures. Et voilà qui clôture l'épisode 2 de notre saga d'été. On se retrouve dans 15 jours pour le 3e épisode.